Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo consacrée cette fois à mes ouvrages et notamment à la série des lettres dont je vous avais déjà parlé. Donc cette série se compose de, pour l'instant, 11 volumes, mais il y en a 2 en préparation qui devraient paraître en 2019. Le premier à paraître en 2019 concernera la duchesse Pozzo di Borgo, la première duchesse à porter ce titre de Pozzo di Borgo. Le deuxième, ce sera Germaine Boisbourdin de Théier, dans le Puy-de-Dôme. Voilà, donc il y aura 2 volumes, 2 opuscules qui feront chacun à peu près 80 ou 85 pages, à peu près. Depuis, en fait, je vérifie, parce que je n'ai plus la date en tête, en mémoire, depuis 2012, je publie des correspondances anciennes de personnes connues ou inconnues, ou bien des personnes oubliées, qui ont été connues mais qui ne le sont plus. Pourquoi je fais ça? D'une part parce que les correspondances m'ont toujours intéressé. Quand j'étais jeune, adolescent et même jeune homme, j'ai écrit beaucoup de lettres à des correspondants et des correspondantes qui vivaient dans la France entière. Et donc j'aimais bien faire ça, j'aimais bien m'amuser à faire de jolies enveloppes, enfin en recevoir, bref, c'était à la fois pour communiquer et pour s'amuser un peu de manière puérile. Il y avait les deux tendances. Et j'ai toujours rêvé en fait de lire des lettres anciennes qui ne m'étaient pas forcément adressées, pas par voyeurisme, c'est en fait pour découvrir des personnes, découvrir leur intimité, mais pas dans une optique malsaine, je le précise tout de suite. Et ces personnes qui ont écrit ces lettres, ce qui me semble important, c'est qu'elles ont été le plus souvent oubliées. Oubliées ou pas du tout connues, oubliées de leur famille, et qui d'ailleurs souvent est décédée. Et c'est extrêmement important pour moi, puisque ça fait revivre, en publiant ces lettres, je fais revivre ces personnes. D'une certaine manière, puisque j'en retrouve quand même vaguement la trace au niveau souvent des archives municipales, pas toujours mais souvent, et il reste une trace écrite de ces personnes, ce qui pour moi est extrêmement important. Bon, il y a évidemment les personnalités, on va dire, historiques, mais il ne faut pas oublier que nous sommes tous autant que nous sommes des personnalités historiques, qu'on le veuille ou non. Un jour, sur un salon, une dame à qui on avait offert d'ailleurs certains de mes livres qui concernaient d'ailleurs les lettres de prisonniers de guerre, m'a dit une chose qui m'a choqué, qui m'a paru, je dois le dire, vraiment stupide. Elle avait dans son grenier toute une série de lettres, parce qu'elle avait acheté une maison, donc elle tombait sur une maison où le grenier était chargé d'objets, et notamment de lettres anciennes, et elle a tout brûlé, affirmant que ça ne la regardait pas, la correspondance était privée, alors qu'il s'agissait de lettres déjà anciennes, je pense. Et elle a détruit des vies finalement, elle a fait mourir une deuxième fois ces personnes. Bien évidemment, on ne peut pas publier toutes les lettres qui ont été écrites et qui restent encore disponibles en notre possession sur les sites comme Delcamp, comme eBay, sur les marchés aux puces, mais il me semble qu'elle n'aurait pas dû faire ça, voilà. Et elle n'avait pas compris que nous étions tous des personnages historiques, puisqu'elle faisait une exception pour les personnalités historiques dont il fallait conserver les lettres. Alors moi, ces lettres, ce qui me semblait important, voilà une des raisons pour lesquelles j'ai publié et collectionné ces lettres, mais les lettres historiques m'intéressent aussi, les personnalités m'intéressent également, mais ce qui compte le plus pour moi dans une lettre, même si ça ne semble pas évident quand on lit mes volumes, mes ouvrages, c'est que ce sont les phrases anodines. Voilà. Les phrases anodines qui disent par exemple « J'ai rencontré Madame Machin près de la boulangerie, elle m'a fait un signe de la main ». Eh bien, tous ces petits détails-là, pour moi, sont d'une importance, mais vraiment extrême, bien plus que les grandes batailles, que les grands faits historiques, dont parfois les lettres sont témoins. Il y a parfois notamment des lettres qui parlent du sacre de Charles X, des voyages de la duchesse d'Angoulême, la plus connue des duchesses d'Angoulême, du moins la fille de Louis XVI. Voilà. C'est important aussi, ça m'intéresse aussi, mais les choses anodines sont encore plus importantes à mes yeux, puisque notre vie
est composé pour majeure partie de choses anodines, et si on dit finalement que ces choses anodines ne sont pas importantes, eh bien cela signifie que finalement nous ne sommes pas importants. Et donc moi je suis fasciné par les détails insignifiants finalement. Mais ce n'est pas toujours ce que j'ai exploité dans les lettres, heureusement dans certains cas et malheureusement dans d'autres. Alors le premier volume de cette série, qui est paru en 2012, c'est Lettres à Yvonne. Alors ce sont des lettres, quelques lettres, qu'une marraine de guerre clermontoise qui habitait rue de la Treille, et qui n'y habite plus malheureusement puisque j'y suis allé, écrivait à deux prisonniers de guerre, enfin à un surtout, puisqu'il y a une seule lettre du deuxième prisonnier de guerre. En fait, malheureusement, je dois le préciser, je n'ai pas les lettres de cette fameuse Yvonne, mais j'ai les lettres des deux prisonniers de guerre. Voilà, et il y a des détails importants concernant essentiellement la drôle de guerre. Voilà, le premier volume que j'ai écrit. Ensuite, j'ai réuni, pour un maréchal contre une pintade, j'ai réuni des lettres qui traitaient du thème de la pénurie. J'ai acheté un lot sur Delcamp pour une bouchée de pain, puisque ces lettres, généralement, ne valent rien pour les gens. Même les lettres de personnalité ne valent pas grand-chose. Je prends l'exemple des lettres de la comtesse du Quéla. Comme chacun sait, c'était la favorite, entre guillemets, de Louis XVIII, mais ça ne pouvait pas être sa favorite, du moins sa favorite amoureuse, puisqu'il était homosexuel, donc c'était une favorite amicale, sa meilleure amie. Eh bien, je sais pas, j'ai vu à l'hôtel Drouot 25 lettres de la comtesse du Quéla, vendues 150 €. Donc ça ne vaut pas grand-chose, malheureusement. Et heureusement pour moi, parce que comme ça, je peux les acheter, quand c'est parfois moins cher que ça, bien moins cher. Parce que les gens, je pense, écrivaient énormément de lettres et que ce n'est pas rare. Voilà. Donc ce deuxième volume, je reviens à ce titre, Un maréchal contre une pintade. Il y a des passages assez amusants dans les lettres, hein, notamment qui font référence à des pintades. Et il regroupe des lettres sur la pénurie, donc. Et il y avait aussi des lettres non ouvertes, c'est assez fascinant, des lettres qui sont arrivées non ouvertes, et que j'ai ouvertes, mais qui n'étaient finalement pas très intéressantes, que je n'ai pas publiées. Donc c'est un livre qui traite des années 42, 43, 44, avec quelques lettres, et qui concerne la région de Caen essentiellement. Voilà, c'est un livre hors région celui-là. Le troisième volume, et c'est peut-être le livre que j'ai écrit qui me plaît le moins. Si je devais en citer un qui me plaît moins que les autres, c'est celui-là, ça serait celui-là. Lettre à ma mère. Alors, le titre, je l'ai donné comme ça, au hasard, hein, et je dois dire que je n'aimais pas tellement ces lettres. Pourquoi ? Parce que ce sont les lettres d'un prisonnier de guerre du Stalag 2A qui écrivait à sa mère, et ces lettres, elles sont très terre-à-terre. Moi, j'attendais quelque chose d'un peu plus poétique, et bon, évidemment, comme si vous me connaissez et si vous savez ce que j'écris, je suis attiré par des choses un peu qui font rêver, qui sont mystérieuses. Et là, il n'y a pas de mystère, puisqu'il n'écrit que des choses très terre-à-terre. Il dit à sa mère, achète tel champ, fais telle chose, etc. Bon, c'est intéressant en soi, puisque ça décrit quelqu'un qui d'ailleurs est mort en 2006 et qui habitait Iron-des-Burons, près de Vic-le-Comte. Et donc j'ai pas cartonné sur ce livre-là, mais presque, parce que c'est le titre, je pense, qui a attiré. Voilà, alors que c'est loin d'être mon préféré, mais bon, il a quand même de l'intérêt. Alors, beaucoup plus intéressant, mon quatrième volume, c'est Prisonniers de guerre d'Auvergne et d'ailleurs. Alors là, les lettres sont vraiment intéressantes, vraiment certaines m'ont passionné. Il y a des lettres d'une personne qui habite Clermont, une autre Iron-des-Burons, Maringues, Le Mont d'Or, Aubière, Pompadour, Jonquière, Paris 19e et Paris 6e. Ces personnes sont issues de Stalag et d'Oflag. Les Stalag, c'était pour les hommes du rang, et les Oflag pour les officiers. Et là, vraiment, il y a matière à apprendre des choses, je trouve. Hein. C'est vraiment un livre intéressant, des lettres intéressantes. Et je fais d'ailleurs, comme dans le précédent, une partie thématique sur la vie dans les camps de prisonniers. Je vais donner les premiers volumes à mon ours, qui va les garder.
Ensuite, alors un livre qui regroupe des lettres rares. On en trouve rarement, ce genre de lettres. C'est pour ça que je les ai publiées alors qu'il n'y en avait pas tellement. C'est un tout petit volume, écrit très fin, donc c'est pour ça qu'il fait que 37 pages, mais maintenant je le ferai plus épais parce que j'aurai un peu augmenté l'écriture qui est un peu fine. Et c'est mon cher petit Jean, et ce sont des lettres d'amour d'une cuisinière qui habitait Paris, une cuisinière de maison bourgeoise. Alors la photo, ce n'est pas elle malheureusement, mais ces lettres valent vraiment le coup, puisque c'est quelque chose de rare, on n'en trouve pas tellement. Pourtant, les gens de maison à l'époque savaient écrire, il n'y a pas de problème, mais elles n'ont peut-être pas été conservées. Ces lettres datent de 1891 et 1892. Et je fais une partie thématique sur la domesticité vers 1900, qui synthétise pas mal les choses. Je suis assez content de cet ouvrage. Alors, un livre intéressant, avec un beau militaire en couverture, je trouve, avec un lisse visage, qui est dans de nombreuses bibliothèques dans le monde en celui-là. Je crois qu'il y en a dans 5 ou 6 bibliothèques, aux États-Unis, en Allemagne, enfin dans différentes bibliothèques, qui m'a été acheté. J'étais très content de ça. Et là, c'est un témoignage d'un jeune homme qui n'est pas très cultivé, ce qui fait que ses lettres abordent des thèmes de la vie quotidienne, finalement. Mais c'est assez poignant, hein, c'est assez triste. Bon, je ne sais pas s'il s'en est sorti, puisque je n'ai pas retrouvé sa trace, mais je l'espère. Hein, voilà, j'aime bien ce livre, hein, j'aime beaucoup. Après, le volume qui suit, c'est un ouvrage qui s'appelle Bien chers parents, et les 38 lettres inédites, à chaque fois ce sont des lettres inédites, hein, puisqu'elles font partie de ma collection, elles ne sont pas aux archives ces lettres, attention. Hein. Donc il y a 38 lettres qui ont été écrites dans les années 1901 à 1905, par Anaïs Bonardel. Anaïs Bonardel, ça c'est sa vraie photo, j'en ai une autre d'ailleurs à l'intérieur, en religieuse, puisque cette gouvernante est devenue religieuse, et elle raconte donc sa vie de gouvernante dans une famille bourgeoise, donc j'ai retrouvé la trace, et elle raconte également sa vie de religieuse, où elle mourra malheureusement à 35 ans en Inde, apparemment tuberculeuse. Et donc j'ai contacté les franciscaines missionnaires de Marie, puisque c'est une franciscaine missionnaire de Marie, et elles m'ont donné 3 pages qui m'ont permis d'avoir une idée de la vie qu'elle pouvait mener au couvent. Et je suis très content de ce livre, qui est vraiment un livre important pour moi, parce que vraiment là j'ai la photo, en plus ce qui est rare, et je suis content et j'ai même 2 photos. En plus, il y a une chose par rapport à ce livre, c'est que on m'a contacté à mon travail au sujet de cet ouvrage, puisque un monsieur était en fait le père de ce monsieur, c'était le petit garçon dont s'occupe cette gouvernante, dont elle explique qu'elle s'occupe, et il était très content d'avoir des renseignements, des informations sur les premières années de son père. Donc j'étais vraiment content de cette réussite. Bon, j'en ai pas vendu beaucoup, j'en vends pas beaucoup de mes livres, mais au moins, là il a marqué, donc c'est réussi, je suis très satisfait. Alors, le suivant, c'est le volume numéro combien? Je vais vous le dire, je ne m'en souviens plus. Le numéro 8, paru en 2016, et c'est peut-être le plus intéressant de tous. Par la barbe de Louis Benjamin, ce sont 2 étudiants de Grenoble, originaires de Valence, qui écrivent à leurs parents dans les années 1875, 1876 et 1877. Alors les lettres sont vraiment intéressantes et elles apprennent beaucoup de choses sur les études à cette époque, sur les notations du baccalauréat, sur les notations à la faculté de droit notamment. Et on était noté avec des boules rouges, des boules de différentes couleurs. Il n'y avait pas de notes comme maintenant sur 20 par exemple. Et on apprend beaucoup de choses, je trouve que c'est un livre très intéressant, mais comme il est hors région, enfin hors ancienne région Auvergne, je n'arrive pas à trouver de personnes intéressées pour mon meilleur titre de la série consacrée aux correspondances. Alors ensuite, j'ai un gros volume, c'est le volume 9, paru en 2017, Une comtesse des ténèbres. Alors vous avez le très beau portrait de celle qu'on nomme la comtesse de Chambord, mais qui en réalité n'est pas une simple comtesse, c'est une archiduchesse d'Autriche-Est,
qui est également duchesse de Bordeaux, donc comtesse de Chambord, hein, le nom d'exil finalement. Qu'est-ce qu'elle est d'autre? Elle est princesse de Bohême et de Hongrie. Voilà, donc elle était reine, elle n'a pas régné, mais officiellement c'était la reine, la femme, l'épouse d'Henri V. Et donc je détiens une lettre que j'ai payé une bouchée de pain, d'ailleurs 10 euros, d'une dame d'honneur de cette comtesse de Chambord, une certaine Caroline de Choiseul, qui avait le titre de comtesse bien qu'elle n'ait pas été mariée, et j'explique pourquoi dans ce livre. Donc cet épais volume qui s'étend sur 368 pages environ, traite donc de la famille Choiseul, les Choiseul. Je parle également de la notion de noblesse, je parle de la dame, de la fameuse comtesse de Chambord dont mon héroïne a été dame d'honneur, et elle a été également, encore peut-être plus important aux yeux des historiens peut-être, elle a été également dame de la fameuse duchesse d'Angoulême, Madame Royale, voilà. Et donc c'est un livre que je trouve intéressant aussi, c'est de la vulgarisation historique, il ne faut pas se leurrer, hein. Par contre, j'ai des éléments sur les Choiseul qui m'ont été, sur une ou deux pages hein, seulement, qui m'ont été fournis par Gérard Tabary, qui est historien, et grâce à lui, il y a des choses importantes dans ce livre. Il a même rectifié une erreur d'un vulgarisateur de très grande qualité, d'ailleurs, Alain Decaux, il me semble, hein, qui s'était trompé sur une comtesse de Quesnay, en fait, et de Quesnoy. Voilà. Donc, c'est un livre, je pense, ardu dans la première partie, mais beaucoup plus facile à appréhender dans les deuxième, troisième et quatrième parties, puisque j'aborde aussi, j'ai oublié de le dire, la notion d'éducation des femmes au cours des siècles. J'ai un paragraphe synthétique assez long quand même, qui détaille l'enseignement des femmes au couvent, et en passant par Victor Duruy, d'ailleurs je vais en parler bientôt de Victor Duruy, il y a tout ce qui s'est passé surtout depuis le XVIIe siècle, mais un peu avant. Avant, je survole parce que j'avais pas énormément d'éléments, mais à partir du XVIIe, c'est relativement complet et pas inintéressant du tout, hein. Évidemment, ce n'est pas un travail de recherche d'historien. Il ne faut pas chercher ce genre de choses. C'est de la vulgarisation, même si c'est parfois un petit peu ardu, m'ont dit certains lecteurs, au début, la première partie. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai publié une correspondance de prisonniers de guerre qui s'intitule, puisque je voulais peut-être pas préciser, avec prisonniers de guerre d'Auvergne d'ailleurs, c'était également des prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Alors là, j'ai récidivé avec Marius Roch, et j'ai trouvé des choses un petit peu sur lui, puisqu'il était quand même commandant à la fin de sa vie. Et pour étudier les coccinelles, donc voilà, une autre correspondance de prisonniers de guerre. Et le dernier en date, avant les deux dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont deux lettres de la comtesse de Chaponnet, Marie-Stéphanie Dagou, comtesse de Chaponnet, qui est donc dans une de ces lettres que j'ai reproduite in extenso et dont j'ai fait des scans, parce que je scanne les lettres maintenant de plus en plus dans mes ouvrages. Au cas où elle serait perdue à mon décès, j'ai toujours cette crainte, cette crainte existentielle de la perte de ce que je possède, mais ce qui m'angoisse, c'est pas que ça aille à quelqu'un d'autre, mais que ça soit jeté, détruit. Voilà, c'est ça le problème. Et donc, j'ai fait ce livre avec cette jolie personne en couverture. C'est la sœur d'Henri V. C'est Louise-Marie-Thérèse d'Artois. C'est la petite fille de Charles X et de la comtesse d'Artois et la fille de la duchesse de Berry et du duc de Berry, évidemment, qui a été assassinée par Louvel en 1820. Donc, alors là, c'est un livre dont vous savez qu'elle est devenue duchesse de Parme. Ce n'est pas simplement une simple, si je puis dire, duchesse à la française. La duchesse à la française, finalement, sous l'Ancien Régime, elle n'a pas, c'est une duchesse consort déjà, et elle n'a pas de pouvoir. C'est pas une petite reine, si je puis me permettre cette expression, comme la duchesse de Parme. Elle règne vraiment sur une sorte, je vais être un peu simpliste, mais de petit royaume, qui est le duché de Parme. Voilà. C'était une duchesse consort, mais après, quand son mari est décédé, elle a vraiment régné en tant que régente.
Et donc elle est tombée, évidemment, au moment de l'unification italienne, tout simplement. Et son règne, elle meurt assez jeune d'ailleurs. Voilà, donc là, la photo, c'est un tableau, la représente assez jeune. Hein. Elle était très grosse vers la fin de sa vie. Et donc, elle s'entendait très très bien avec la comtesse de Chambord, qu'elle considérait comme un ange. Hein. Ils étaient très proches, très amis, l'une et l'autre. Voilà. Donc, cette duchesse de Parme, donc j'ai traité tout ce qui concernait la comtesse de Chaponnet, grâce d'ailleurs à Gérard Tabary, qui m'a aidé à trouver des informations et qui a relu d'ailleurs le reste avec circonspection. Donc j'ai parlé de l'unification italienne et également du duché de Parme avant l'arrivée de Marie-Thérèse et ensuite du duché de Parme après l'arrivée de Marie-Thérèse, et j'ai retracé la vie de la duchesse de Parme, la dernière duchesse de Parme d'ailleurs, juste depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Voilà. Et encore, c'est encore une vulgarisation scientifique, on peut le dire. Hein. Je suis voilà. Donc, alors, ce livre, moi, j'en suis relativement satisfait, surtout de la 4e partie, dont je suis très content, je veux dire. Par contre, les autres parties, c'est vrai que c'est théorique, c'est un peu scolaire, c'est-à-dire qu'on apprend, c'est rigoureux, c'est sérieux. J'en jette un peu plein la vue au lecteur, et ça s'adresse quand même à des gens qui veulent vraiment lire un livre sérieux, sauf la dernière partie qui, elle, est plus guillerette, enfin guillerette, c'est pas très gai. La vie de la duchesse de Parme n'a pas été très joyeuse, hein. La pauvre, oui, parce que c'était une souveraine quand même éclairée. Ce n'était pas une stupide femme d'extrême droite comme on peut en voir à l'heure actuelle. Hein. Non, c'est pas ça en fait, hein, la duchesse de Parme. Et même la comtesse de Chambord, je ne pense pas qu'elle ait été bornée comme l'extrême droite actuelle, enfin qu'elle ait été stupide. Je ne pense pas. Enfin, ce qu'il en ressort, enfin, le côté humaniste du personnage, même si son humanisme c'était quand même la charité, et la duchesse de Parme aussi, ça ressort dépasser ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, hein, dans la même catégorie de population. Voilà. Donc, je pense avoir tout dit, exprimé l'essentiel sur ces ouvrages qui méritent, je pense, d'être lus pour la plupart, hein, qui peuvent apprendre certaines choses à des gens qui recherchent plutôt de la vulgarisation scientifique, mais de la vulgarisation scientifique qui n'est pas... qui ne flatte pas excessivement les goûts du public quand même. Ce n'est pas le bad